Allons-y. Citoyens, citoyennes, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct sur Zoom et sur Facebook. Je m'appelle Bora Kamonia et j'ai le plaisir d'être votre modérateur aujourd'hui. Deuxième pays africain en superficie, mondialement reconnu pour ses potentialités géologiques, la République démocratique du Congo est également et surtout l'une des plus belles réserves de faune et de flore au monde. À cela s'ajoute une population de plus de 80 millions d'habitants, connue pour sa chaleureuse hospitalité. La position géographique de la RDC, 9 pays limitrophes et au cœur de l'Afrique, a un autre atout majeur significatif dans le tourisme régional. En effet, c'est un point de pénétration non négligeable qui représente un marché estimé entre 80 millions et 250 millions de consommateurs. Pour aborder ce sujet, nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui M. Joël Moussambangani, ingénieur logiciel chez Microsoft dans la division de cybersécurité. Il est diplômé du Morehouse College à Atlanta, où il a complété 2 majeurs, mathématiques et informatique. Arrivé aux États-Unis en 2014, Josuel a travaillé avec d'importantes startups et organisations de la Silicon Valley, dont Jawbone, Code 2040 et Slack. Chez Slack, Josuel a mis en place des outils clés tels que All and Read, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de Slack de rattraper rapidement les messages manqués lorsqu'ils sont loin de Slack. Au-delà de Microsoft, Josuel est le cofondateur et président de Quafrica Travel Limited, un tour opérateur numérique centré sur le client visant à exploiter la valeur économique des ressources naturelles du continent en attirant des touristes du monde entier et en incitant la population locale à la nécessité de protéger ses ressources. Quafrica a son siège social à Goma, dans le Nord Kivu. Bonjour, M. Moussambagani. Bonjour, Bora. Je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Nous sommes également ravis et honorés d'avoir avec nous Mme Aurore Mwongo, étudiante de master en droit. Elle aspire à travailler dans le domaine de l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Originaire de l'Est du Congo, Aurore est née en Belgique et a grandi à Kinshasa. Elle a étudié à Londres et termine actuellement sa formation universitaire en Belgique. Durant sa première année d'université en 2015, Aurore a créé la page Congo Positif sur Instagram avec pour but d'améliorer l'image du Congo et compte aujourd'hui plus de 19 000 abonnés. Toujours dans l'optique de rendre ces lettres de noblesse à notre République, Aurore créa l'hashtag Congo Positive pour faire en sorte que l'image du Congo ne soit pas monopolisée par sa propre perspective, mais qu'elle se transforme en une œuvre collective. Cet hashtag créé en 2017 est aujourd'hui utilisé plus de 20 000 fois. Bonjour, Madame Mwongo. Bonjour, Bora. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entendre nos invités, je vous prie d'accueillir Madame Jenny Mouchegera, présidente et fondatrice de Congo Excellence, l'organisation qui nous réunit aujourd'hui pour cet échange. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Bora. Au nom de Congo Excellence, je voudrais aussi bien remercier Josuel et Aurore d'être parmi nous et d'avoir pris le temps de se réveiller tôt pour parler à nous. Je vais juste prendre quelques minutes pour parler de Congo Excellence. Et Congo Excellence est une organisation, une plateforme, un mouvement que j'ai fondé en 2018, mais nous sommes live depuis l'année passée. Et notre objectif est de faciliter la contribution de de la jeunesse congolaise au développement socio-économique du Congo. Nous sommes convaincus que chacun et chacune de nous a les potentiels et la capacité de créer la valeur sur ces terres. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à consulter, à informer, à connecter, à habiliter la jeunesse congolaise à travers le monde pour qu'ils contribuent au développement du Congo, indépendamment de leur statut socio-économique et leur localisation. Ce 1er novembre, nous activons officiellement l'affiliation du membre de Congo Excellence. Ces mois écoulés, nous avons reçu beaucoup de demandes de Congolais qui s'intéressent à s'affilier à Congo Excellence. Nous sommes très heureux et nous vous invitons aussi de nous joindre Congo Excellence en tant que membre.
Cette affiliation vous permettra d'obtenir l'accès à plusieurs bonus, comme pour le Congo Excellence Magazine, mais aussi pour des choses comme ce webinaire et l'opportunité de vous connecter avec d'autres Congolais à travers le monde. Nous vous envoyons un lien dans le chat après, je crois, Patricia, avec lequel vous pouvez vous inscrire. Et je vous souhaite une bienvenue chez Congo Excellence et dans l'affiliation. Je veux également saisir cette opportunité pour parler du mouvement que nous sommes en train d'observer sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Congo Genocide, Congo is Bleeding et d'autres hashtags. Nous tous, nous voyons la force, la solidarité et la persévérance que nos frères et sœurs au Nigeria, par exemple, ont montré ces derniers jours. Au Nigeria, mais aussi dans la diaspora. Nous nous souvenons aussi du mouvement qu'on a observé en Tunisie, en Égypte, avec le printemps arabe, ou du changement de ces genres, c'est vraiment qui s'est causé avec ce mouvement. Ma prière et mon espoir en tant que Congolaise dans la diaspora, en tant que jeune Congolaise et en tant que femme, est que nous prions enfin ces vents qui soufflent dans le monde entier avec ces hashtags et que nous y trouvions notre force comme entité congolaise et que nous mettions une solidarité, nous mettions en solidarité avec ceux qui sont le plus affectés par ce qui se passe dans notre pays et que nous persévérions aussi chaque jour pour un meilleur Congo. Pour un Congo excellent, car c'est juste par nous, avec nous et envers nous que nous allons transformer notre pays. C'est juste par la participation de chacun de nous que nous créons un meilleur Congo pour cette génération et pour les générations à venir. C'est pourquoi nous organisons des webinaires comme ce soir, parce que nous croyons qu'avec les informations que nous pouvons donner ce soir, nous tous, on va trouver des chemins et des moyens à contribuer à notre Congo. Il est donc indispensable que nous chassions dans quel domaine et comment nous pouvons nous engager pour que cette transformation ait lieu. Jetant un regard, par exemple, sur le thème de ce soir, le tourisme. Le Congo est un pays si vaste, avec toutes les possibilités, avec une grande diversité. Et ce n'est pas seulement pour nous, les Congolais, mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur. Mais il y a toujours cette grande question, est-ce que c'est facile de voyager dans notre pays? Et la question est non. Et je sais que Aurore et Josué vont en parler après. Mais je crois que chaque challenge est aussi une opportunité. Et je vous invite ce soir de vraiment considérer le Congo comme un pays d'opportunités et pas un pays de challenges. Parce que je crois avec ce changement de mentalité, c'est comme ça qu'on peut changer notre pays. Je sais que vous n'êtes pas ici pour m'attendre, vous êtes ici pour Josué, pour Bora et pour Aurore, c'est pourquoi je m'arrête là. Mais regardons, envisageons vraiment notre pays, un pays d'opportunités pour tout le monde, pour nous tous, de changer, de transformer, de créer la valeur sociétaire pour tout le monde, pour que notre pays avance. Voyons ces moments qu'on a vraiment dans les réseaux sociaux. Tout le monde parle du Congo, parlons aussi du Congo et avançons l'agenda qu'on a pour notre pays, pour un Congo excellent. Et oui, je vous souhaite un bon webinaire. J'espère que vous avez beaucoup de questions, qu'on va trouver beaucoup de réponses à toutes les questions qu'on a pour avancer notre pays dans le secteur du tourisme. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Moucheguera, pour vos mots d'introduction. Mesdames et messieurs, je vous invite à poser vos questions par écrit tout au long de ce webinaire en utilisant la fonctionnalité Q&A. Après les interventions de nos invités, du temps sera consacré à vos questions de vive voix. De même pour nos spectateurs sur Facebook, qui seront bientôt connectés, veuillez poser vos questions dans la boîte à dialogue dédiée. Alors, sans plus tarder, le vif du sujet. Selon certains experts, si la moitié, avant de commencer, bien sûr, je vais libérer, je vais libérer Patricia et Jenny. Je vois qu'elle me disait, je peux nous partir. Alors, voilà. Voilà. Selon certains experts, si la moitié de la population congolaise dépensait chacun au moins 5 $ par an, le secteur du tourisme bénéficierait de 200 millions, pardon,
de dollars. Si on y ajoute des activités connexes, ces chiffres peuvent grimper jusqu'à atteindre 300 millions de dollars américains par an. La population congolaise, du fait de son nombre, possède les atouts pour booster le tourisme intérieur, mais peut-elle se permettre cela financièrement? Avec un PIB de 47,23 milliards de dollars, quels sont les moyens, M. Joël Moussambagani, quels sont les moyens mis en avant pour encourager et permettre les foyers congolais à visiter le pays? Merci pour la question et merci pour en fait, les statistiques. Je vais ajouter un nombre, un chiffre. J'ai fait les maths, j'aime les chiffres. Et la classe moyenne de la République démocratique du Congo est estimée à 10 millions de personnes. Nous avons plus de 84 millions de personnes et j'ai une présentation que je veux peut-être avoir la chance de partager après. Mais avec une classe moyenne de 10 millions de personnes, et comme vous avez dit, avec 5 dollars par personne pour une classe moyenne, on voit par week-end, moi je considère cette dépense par week-end, il y a un grand potentiel pour nous au Congo, en fait, d'explorer au fait les tourismes d'une manière domestique. Mais malheureusement, en fait, la question est posée, tu as parlé des statistiques que je viens de reconnaître là-bas, mais la question est posée dans le sens de comment permettre à ce que les gens soient en mesure de voyager et de maximiser le potentiel qu'on a dans le domaine du tourisme. Et moi, je veux commencer d'une manière générale. J'aurai peut-être le temps de développer avec le temps. Mais d'une manière générale, je crois que ça commence à la base. Et à la base, je crois que c'est les changements de mentalité dans les deux volets. Du point de vue entrepreneurial, donc les personnes qui veulent investir au pays, qu'elles aient les locaux en tête, qu'ils aient les Congolais en tête, ça c'est un. Et deux, changement de mentalité dans le Congolais lui-même. Quand je vois un lac, qu'est-ce que je vois à Goma? Je vois une place où j'étais mes débris, ou bien je vois une attraction pour tout le monde, Congolais ou pas Congolais, de devenir et exploiter cette ressource-là. Je crois qu'à la base, on commence là-bas. Et quand nous sommes sur la même page, sur un même pied, en termes de compréhension de ce que le Congo représente et tout ce que le Congo a à offrir représente pour nous, tout ce qui suivra sera une série au fait, des idées, des entreprises qui aideraient le Congolais à circuler. Bien sûr, ça ne revient pas seulement au secteur privé, parce que ma réponse est un peu axée sur le Congolais et l'entrepreneur, mais je suis aussi convaincu que nous avons une grande opportunité d'avoir des partenariats publics-privés avec le gouvernement pour penser et explorer au fait qu'est-ce que ça veut dire de maximiser le potentiel touristique de la RDC. Donc, en bref, je suis sûr que vous allez nous diriger dans une direction ou une autre, mais en bref, je dirais que ça revient au changement de mentalité pour le local, pour les entrepreneurs et un aspect du gouvernement aussi. Merci beaucoup. Madame Mwongo, je sais que vous avez une présentation pour nous sur ce sujet-là. Vous avez la parole. Ah, ok. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran, du coup. Oui, allez-y. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Alors, oui, je vois votre écran. Je vais juste mettre en grand écran. Super. Je n'y arrive pas. Mais excuse-moi, enfin, Oui, dites-moi. j'avais fait parvenir ma présentation, ça te dérange de la faire passer de ton côté? Je peux le faire, oui. Envoyez-moi. Ou bien alors, si on peut regarder comme ça, parce que j'arrive pas à la faire bouger. Ah, si. C'est bon comme ça? Il y a un petit tout en bas à droite.
Est-ce que vous voyez à côté du 99%? Ah, voilà. Parfait, excellent. Donc voilà, moi je voulais vous parler, déjà merci pour la parole, merci de m'avoir accordé la possibilité de parler. Donc je m'appelle Aurore et je tiens une page qui s'appelle Congo Positif. Et en gros, je voulais vous parler d'un de mes voyages. J'ai fait beaucoup de voyages pendant une année en RDC et comme Jenny l'a présenté au début, c'est vrai que ça peut paraître assez difficile pour tout un chacun de voyager en fait à l'intérieur de la RDC. C'est cher. Un voyage de Kinshasa jusqu'à Goma, c'est la même chose qu'un voyage de Kinshasa vers la Belgique. J'ai eu l'immense opportunité de pouvoir quand même aller à certains endroits et à travers les vidéos que j'ai faites, à travers la chaîne YouTube que j'ai créée, mon plus grand goal en fait, c'était de pouvoir montrer que c'est possible. C'est possible d'avoir un petit budget et de voyager en RDC. Comme Jenny l'a dit au début aussi, il faut voir le Congo comme une opportunité et moins comme un challenge. Donc voilà, je voulais vraiment montrer aux gens comment faire pour avoir un chouette voyage à l'intérieur de la RDC, but on a budget, donc avec un budget assez limité. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de Mwanda, du tourisme durable et du potentiel socio-économique du territoire de Mwanda. Donc voilà, Mwanda, c'est vraiment un lieu incroyable. J'ai mis cette photo de moi pour montrer à quel point je me suis vraiment amusée là-bas. C'est une ville côtière en fait de la RDC qui se situe dans la province du Congo central qu'on appelait en fait avant le Bas-Congo. Et donc voilà. Il y a un aspect très emblématique en fait. À Mwanda, il y a beaucoup de choses. C'est riche en faune, en flore, c'est riche en faune et en flore, pas beaucoup d'attractions en elle-même, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses au niveau de la nature. Et la ville de Mwanda est en fait emblématique par rapport aux mangroves. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais en gros, je ne pourrais pas dire que c'est une forêt, c'est plutôt un espèce d'écosystème qui vit dans les milieux tropicaux et qui est symbolisé par la plante que vous voyez devant vous. Ça s'appelle les palétuviers et en fait, ce sont des arbres qui prennent leurs racines dans le sol. Et une caractéristique pour lesquelles la raison pour laquelle ils peuvent vivre dans cet écosystème, c'est parce que ces arbres peuvent avoir leurs racines dans un sol où il y a de l'eau qui est à la fois de l'eau douce et de l'eau salée. Et en gros, je ne sais pas si vous savez, mais à Mwanda, on a l'embouchure du fleuve Congo. Et le fleuve Congo, c'est donc l'eau douce par son embouchure qui vient se déverser dans l'océan Atlantique, qui est donc de l'eau salée. À côté de ces arbres, donc il y a vraiment beaucoup d'animaux, beaucoup de vie. Maintenant, à cause de la pollution et de la dégradation de la planète, c'est très rare de pouvoir tomber sur des animaux à Mwanda. J'ai quand même eu la chance de pouvoir tomber sur un hippopotame qu'on a cherché pendant 1h30, qui s'appelle Papa Bonheur. Et c'est le seul grand animal que j'ai vu là-bas. Mais sinon, il y a aussi quelque chose de très particulier à Mwanda, c'est les tortues. Les petites tortues qui commencent leur chemin vers la vie à partir de Mwanda. Et donc, les équipes du parc marin des mangroves aident ces tortues parce que souvent, leur chemin est semé d'embûches. Il y a des prédateurs qui viennent les manger, etc. Donc, ils les aident à aller d'elles-mêmes vers l'océan et commencer leur soixantaine ou 160aine années de vie sur Terre. Et donc voilà, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée en fait à Mwanda. Donc, comme j'ai dit, il y a une faune et une flore extraordinaires. Il y a notamment donc le parc marin des mangroves, où il y a le port de Banana, il y a l'embouchure du fleuve Congo, qui est la deuxième plus grand, le jet qui se déverse dans l'océan par le fleuve Congo est le deuxième plus fort au monde. Le premier, je ne sais pas c'est lequel, mais en tout cas, je sais que le fleuve Congo, c'est le deuxième. Et il y a aussi une fameuse marmite, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler, ça leur dit quelque chose, qui s'appelle la marmite sacrée et qui est liée à l'histoire de l'esclavage. Et il y a aussi un site qu'on appelle la forêt de Voula, qui est un site aussi lié à l'esclavage. Et j'ai eu la possibilité de visiter ce site, que vous pouvez voir en image devant vous. Et ce qui m'a interpellée en fait pendant mon voyage à Mwanda, parce que comme j'ai dit, j'ai eu la possibilité de visiter beaucoup d'endroits, il y a quand même si l'activité touristique n'est pas à son potentiel plein, il y a quand même des touristes. Quand on part à Virunga, il y a des touristes. Quand on part à Lubumbashi, on voit qu'il y a quand même
des gens qui veulent y aller. Moanda étant plus proche de Kinshasa, j'ai été choquée par le manque d'infrastructures, par le manque de vie en général. Il n'y avait pas d'opérateurs touristiques, pas forcément de restaurants, il n'y avait pas vraiment un accueil touristique, c'était vraiment aller d'une ville à une autre. J'ai été choquée par ça. Et j'ai été encore le plus frappée le jour où j'ai visité cette forêt d'esclaves. J'avais entendu qu'il y avait quelque chose lié aux esclaves. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui m'a accompagnée de pouvoir m'amener. Et voilà ce que j'ai trouvé. Donc, une forêt, pas beaucoup d'arbres. Et cette pancarte où il est écrit « Le site historique des esclaves de la forêt de Vula et Nsiam-Fumu vous dit bonjour », en gros, qui a été inauguré, je pense, par le ministère du Tourisme ou quelque chose comme ça il y a quelques années. Pourquoi j'ai été autant frappée? Parce qu'il n'y a pas d'explication plus que ça, il n'y a pas de structure plus que ça. On a dû se débrouiller pour demander aux jeunes qui vivent dans les environs s'ils peuvent nous montrer. En gros, ils ne savent pas non plus l'histoire qui est liée. Ils savent seulement que bon, voilà, c'était un endroit où on entreposait les esclaves avant de les acheminer jusqu'à l'océan qui est à 1 ou 2 minutes à pied de cet endroit. Il reste encore quand même des bâtisses, donc des espèces de fondations, des espèces d'hangars où on entreposait les esclaves. Apparemment, il y avait aussi des restes de chaînes, de boulons, etc., mais que ça avait été pris par des touristes. Donc voilà, aucun effort de préserver cette zone et ça m'a profondément touchée. Notamment parce qu'aussi on est parti, on a fait le chemin que normalement les esclaves empruntaient pour aller jusqu'à la mer. Et voilà, ça m'a profondément choquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes, il y a des sites touristiques en Afrique qui ne tournent que par rapport au fait qu'il y ait une histoire liée à l'esclavage qui s'est passée sur les lieux. On peut penser à l'île de Gorée en premier, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO carrément. On peut penser aussi à Stone Town à Zanzibar. On peut penser à certains sites aussi en Angola, au Ghana, à Sierra Leone et tout ça. Et voilà, ça m'a interpellée. Du coup, voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a pourquoi il n'y a rien en fait? Pourquoi cet endroit? Pourquoi est-ce qu'on s'assied sur un trésor touristique, culturel, historique qui est à 30 minutes en avion de Kinshasa et qui pourrait ramener non seulement beaucoup à notre culture, mais aussi beaucoup en termes de revenus finalement, de revenus touristiques. Donc voilà, j'ai fait un petit lien avec cet endroit que vous pouvez voir là maintenant sur votre écran. Et donc non, ce n'est pas Moanda. C'est un autre endroit très prisé en Afrique pour son tourisme. C'est Zanzibar. Et donc voilà, Zanzibar, en termes de chiffres, c'est une croissance de 7,13% du secteur touristique entre 2017 et 2018. C'est 2,43 milliards de revenus de tourisme en 2018. C'est 1,49 million de touristes pour l'année aussi de 2018. Et une contribution à hauteur de 14% du secteur touristique dans le PIB national tanzanien. Donc, pourquoi je vous parle de Zanzibar? Donc, comme j'ai dit, ce sont 2 territoires qui sont liés à l'esclavage. Zanzibar étant un endroit, une localité qui est très liée à l'esclavage, pas seulement l'esclavage pour aller en Amérique, mais aussi donc en Amérique latine et dans d'autres endroits, surtout dans les îles britanniques, Haïti, etc. Et donc voilà, ils ont aussi, c'est pas forcément appelé une porte de non-retour, mais il y a un site où on peut voir à Zanzibar, donc l'endroit où les esclaves quittaient pour toujours leur terre. Et donc voilà, il y a un ancrage quand même et un aspect historique qui est assez fort. Et d'où la nécessité de pouvoir booster le tourisme, parce que on est en train de bypasser en fait toute une connaissance déjà à partir d'un endroit. Et pourquoi j'ai fait aussi le lien avec Zanzibar, c'est parce que c'est une station balnéaire. Nous, à Moanda, on ne peut pas encore s'appeler station balnéaire parce qu'on a la mer, certes, mais il n'y a aucune activité liée à la mer. Il n'y a rien
il y a vraiment pas grand-chose. Et donc voilà, Zanzibar, c'est une faune et une flore aussi magnifique. Pareil avec Mwanda, qui a, en plus de son histoire avec l'esclavage, un site qui est le parc marin des mangroves, qui est extrêmement important. Si je dois aussi vous dire un élément important des mangroves, c'est que ça absorbe énormément de CO2. Maintenant, avec la pollution, c'est difficile à suivre, mais en ce qui concerne donc cet écosystème, c'est vraiment très important de les protéger, d'éduquer les plus jeunes générations à savoir ce que c'est et de protéger la zone en général. Et donc, voilà, je pense que vraiment, c'est dommage de ne pas pouvoir booster le tourisme parce que ça devrait être un incontournable, pas seulement pour le Congo, pas seulement pour les Congolais eux-mêmes, mais au niveau de l'Afrique et au niveau du monde entier. Je ne sais pas si tout le monde est ici au courant qu'il y avait la forêt de Vula et de Ntiamfumu, qu'il y avait un site d'esclaves en RDC, mais ça devrait être quelque chose qui est ancré en fait dans notre culture, dans notre histoire, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, je parle de booster le tourisme, mais je ne parle pas de n'importe quel tourisme. Pour moi, quand je parle de tourisme et quand je parle de « il faut développer le tourisme », je parle de tourisme durable en fait. Et le tourisme durable, comme c'est écrit sur la slide, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une mode, une tendance, ce n'est pas une nouvelle façon de vendre une activité, c'est vraiment un processus, c'est un mode de développement qui dépend de facteurs globaux et locaux parce que ça veut s'adapter au territoire. Le tourisme durable, ça doit s'adapter au territoire et aux populations locales dans sa mise en œuvre et dans ses retombées. En fait, si vous voulez, de manière plus simple, la durabilité, il faut comprendre ça comme c'est prendre des décisions aujourd'hui pour notre intérêt général à nous, sans que ces décisions puissent porter atteinte aux générations futures. Donc, une autre manière aussi de pouvoir décrire la durabilité, c'est de se dire que si on ne peut pas pratiquer une activité pour toujours, on ne peut pas la pratiquer. C'est ça, c'est tout simplement ça. Et donc, le tourisme durable, ça nécessite un équilibre entre la vie des populations locales, la préservation des ressources et un progrès économique. Jusque-là, quand des régions qui sont très touristiques aujourd'hui, comme le Sénégal, comme Zanzibar et tout se développe, c'est souvent des régions qui se sont développées vers les années 70, début des années 80, et qui ont totalement mis entre parenthèses la vie des populations locales et la préservation des ressources pour s'axer plutôt sur un progrès économique. On a la possibilité d'être plus intelligent et d'anticiper les erreurs, donc c'est pour ça qu'il faut aller vers la durabilité pour créer un équilibre entre ces trois valeurs. Et donc, le tourisme durable, ça vient aussi avec ses enjeux. Premièrement, un enjeu économique avec donc des entreprises, donc des opérateurs touristiques, les restaurateurs, les hôtelleries, tout ce qui est milieu hôtelier, tout ce qui est transport, toutes ces entreprises en fait qui nécessitent parfois des partenariats publics-privés, qui nécessitent aussi surtout la venue d'entreprises étrangères, ne doivent pas en fait créer un monopole dans la région. Je pense que quand on parle de tourisme durable, ça doit nécessiter aussi de l'État de pouvoir créer des incitants afin d'aider l'essor de l'économie locale. Notamment, je pense à une fiscalité plus douce pour les opérateurs touristiques locaux ou bien alors à des aides d'État pour ne pas faire en sorte en fait qu'on se retrouve avec des entreprises étrangères qui viennent avec leur argent, qui viennent avec leur expertise et qui dominent totalement le marché sans qu'il y ait un essor économique au niveau de la région concernée. Deuxièmement, un enjeu environnemental parce qu'en fait, il faut que la mise en valeur des espaces vienne avec des considérations environnementales. Donc, quand on développe des espaces, il faut réfléchir à la gestion des ressources en eau, il faut réfléchir à prévenir la pollution, à gérer tout ce qui est... quand on relâche des eaux usées dans les milieux naturels, il faut faire très attention, mais aussi promouvoir les énergies renouvelables, prendre en compte le transport, un transport plus fluide, promouvoir aussi le tourisme de proximité. Donc, très important pour nous, les Congolais, de ne pas tout le temps chercher à aller en Afrique du Sud ou je ne sais pas où, mais peut-être essayer de pouvoir aller ne fût-ce qu'à Maluku ou bien alors, je ne sais pas, à Mwanda ou Lubumbashi. Mais donc, voilà, faire en sorte de prendre en compte les enjeux environnementaux. Et ensuite, le dernier aussi, un aspect très important, c'est l'enjeu social, où il faut un équilibre entre les touristes, le bien-être des touristes, des employés, des populations locales. Pourquoi ? Parce que
ce qu'on remarque aussi dans des régions qui se sont développées très vite touristiquement, c'est que les populations locales s'en retrouvent lésées, les employés s'en retrouvent lésés aussi parce qu'il n'y a pas aussi un cadre législatif assez fort. Souvent, les entreprises étrangères viennent et disons qu'elles imposent beaucoup de mesures et l'État ne suit pas et du coup on se retrouve avec des niveaux de vie qui ne s'améliorent pas alors que la région est totalement développée. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que quand les touristes viennent, qu'il y ait un très grand respect des populations, de la culture locale. En gros, voilà, il faut pas qu'il y ait un écart qui grandisse encore plus entre le nord et le sud, où les touristes sont amenés à venir dans nos régions sans respecter nos valeurs, notre environnement, nos manières de vivre et notre économie. Maintenant, ça peut venir avec certains obstacles. C'est les avantages aussi numéro un, c'est les avantages de penser à court terme. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide de construire et de penser à court terme. C'est très difficile de construire, c'est encore plus difficile de bien construire. Donc, un danger de ça, c'est souvent les mandats présidentiels, ministériels, tout ça. Quand tu as 5 ans pour prouver ton efficacité, tu veux faire en sorte que voilà, les choses soient construites vite, même si ça ne respecte pas toutes les mesures, même si c'est un enfer environnemental, même si on n'en a pas forcément besoin. Donc en fait, on prend des décisions telles que, je ne vise personne, mais comme le saut de mouton, qui n'est pas la première préoccupation que devrait avoir l'État, mais bon, ça se construit vite et on montre directement qu'on a fait quelque chose. Cependant, c'est des décisions qui sont prises sans penser à qu'est-ce que nos générations vont en faire dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans. Il faut vraiment réfléchir en fait à une manière de se développer qui soit beaucoup plus longue. Maintenant, voilà, les intérêts des personnes qui occupent certains postes peuvent être de penser court terme, de pouvoir voir l'argent avant, de mettre l'intérêt financier avant, et on se retrouve parfois avec des situations très compromettantes. Et ensuite, un deuxième obstacle, c'est voilà, un manque de volonté politique ferme, surtout par rapport aux entreprises étrangères qui viennent et qui dictent en fait tous les desiderata qu'elles veulent, sans prendre en compte certaines choses. Et donc, on a nos politiques qui s'abaissent très facilement parce que, encore une fois, financièrement, c'est plus attractif pour eux et il y a une absence de voir les choses à long terme. Donc, voilà. Après, ça ne va pas empêcher qu'on puisse réfléchir à tout ça. Maintenant, je sais que peut-être certains s'attendaient à ce que je donne des détails de comment partir de Kinshasa pour aller à Mwanda, les budgets, les hôtels, les restaurants, etc. Mais je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube où tout ça est répertorié. J'ai donné tous les détails possibles et imaginables. Je peux déjà vous dire que pour aller de Kinshasa à Mwanda j'ai fait 3 ou 4 jours, j'ai eu un budget de $200. Donc, j'ai pris un taxi, mais vous pouvez faire moins cher avec un bus. Donc, voilà, il y a plein d'astuces qui sont sur la vidéo et que je vous invite à voir, notamment aussi pour aller à Zongo, pour aller à Kwilu, à Goma. Donc, voilà, j'ai plein de vidéos qui vous attendent et j'incite, en fait, chacun d'entre vous à pouvoir réfléchir à visiter le Congo. C'est pas si difficile. J'aime pas ce stigma, j'aime pas ce positionnement. Je sais que parfois ça peut paraître compliqué, mais voilà, il y a des sites comme Congo Autrement, il y a Congo Positif qui peuvent vous aider à mettre un peu en perspective comment est-ce que vous pouvez planifier un voyage jusqu'à la destination de vos choix. Et voilà, je voulais juste vous donner certaines images, par exemple du Congo central, de Lubumbashi, de Kisangani, du Sud Kivu, du Nord Kivu, Kinshasa, parce que voilà, on doit essayer d'aller vers des destinations qui sont très, 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 très attrayantes, mais parfois qui ne sont pas les plus prisées sur les médias ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous invite aussi à pouvoir suivre la page de Congo Positif et de pouvoir utiliser le hashtag si vous nous suivez du Congo, Congo Brazzaville ou Congo Kinshasa. Et merci d'avoir suivi ma présentation. Merci beaucoup, Madame Mwongo, pour cette présentation riche en informations et qui nous ouvre en fait les yeux sur la potentialité
de notre République, sur ce qu'elle a à offrir et surtout ce que nous pouvons faire en fait pour la mettre en avant. J'ai quelques questions par rapport à votre présentation. Mhm. Alors, vous avez parlé des différents sites que nous avons. Euh, Vous avez parlé des différents sites que nous avons. J'ai une question, puisque vous savez, l'Okapi et le bonobo sont au Congo, c'est que le panda est à la Chine. Et aujourd'hui, le panda est un animal protégé, un animal qui appartient à la Chine, à l'État chinois, et qui est prêté aux autres pays. Qu'est-ce qui nous manque, nous, au Congo, pour avoir cette même politique quand on va à des eaux d'Anvers ou à des eaux un peu partout dans le monde et on retrouve des bonobos, on retrouve des okapis. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir cette politique où on s'approprie justement ces animaux en disant voilà, ce sont des animaux qu'on ne peut trouver que chez nous, on doit les protéger à tout prix. Parce que vous avez parlé aussi du tourisme, c'était du tourisme durable. Ça en fait partie. Je pense que je pourrais dire que c'est un manque de volonté politique, je pense, parce que la plupart des parcs et la plupart des entités qui protègent les espèces endémiques du Congo sont tenues par des privés. Je pense que c'est la plupart. Donc, en gros, il y a une bonne idée. Si on regarde les pages qui sont liées à Virunga, ou bien, parce que ce n'est pas seulement le bonobo et l'okapi, c'est aussi le gorille des montagnes, qui est une espèce endémique, et les rhinocéros blancs. Mais je pense que c'est un délaissement, si c'est un mot, de nos autorités politiques, parce que c'est la même chose en fait avec le site de vous là, c'est des choses qui sont totalement qui sont pas mises en valeur alors qu'elles ont toute la valeur du monde. Je pense pas que ce soit notre faute à nous citoyens, je pense vraiment qu'il y a une absence de volonté politique de pouvoir montrer de pouvoir hisser au rang de symbole certains de nos trésors de la République. Donc je pense que je pourrais dire que c'est une absence de volonté politique. D'accord. Oui, puisque vous avez parlé donc de ces zones, hein, de ces sites touristiques qui ne sont pas protégés, qui ne sont même pas répertoriés, ni même mis en avant pour pouvoir les visiter. Vous avez parlé de Mwanda qui est plus près de Kinshasa que Goma, mais Mwanda n'est absolument pas développé, vous nous dites. Ma prochaine question, c'est par rapport aux chiffres. Oui. Oui. Vous savez, quel est, quel est le pouvoir d'achat touristique de la population congolaise? Puisqu'aujourd'hui, on peut parler de la diaspora avec un budget de $200, $300, peut-être même $1000 pour pouvoir s'offrir des vacances, visiter le Congo. Mais quand il s'agit de la population congolaise, est-ce que vous, au lieu de demander quel est le pouvoir d'achat, je dirais plutôt, qu'est-ce que vous pensez peut être fait par la population locale? Mais en fait, c'est une bonne question parce que je pense que c'est pas cohérent de dire que la population congolaise n'a pas la possibilité. Je sais pas, c'est Josuel qui a dit qu'on a une classe moyenne de 11 millions, de 10 millions de personnes. Mais en gros, si on regarde bien, cette classe moyenne qui évolue à Kinshasa, elle a la possibilité de s'offrir des vacances ou d'offrir des vacances à leurs enfants pour aller en Amérique, pour aller en Afrique du Sud, pour aller en France, pour aller en Belgique. Donc, il n'y a pas, en fait, si on doit regarder le nombre de gens qui quittent Kinshasa par jour pour aller, juste on doit regarder les statistiques de Turkish, de Belgian, de SN Bruxelles ou de Air France, les statistiques sont énormes. Donc, il y a une grande classe, il y a une grande partie de la population quinoise, du moins, je pourrais dire, gomatraciennes et aussi katangaises qui peuvent s'offrir de voyager. Je pense que la question, c'est de se poser pourquoi ces gens ne veulent pas voyager à l'intérieur. Parce que quand je suis allée à Mwanda, on passe des énormes étendues d'endroits et on dit tel endroit c'est à telle personnalité politique, tel endroit c'est à tel truc, mais pourquoi est-ce qu'on n'entend pas ces personnalités politiques y aller, amener leurs enfants? Pourquoi il n'y a pas une plus grande vulgarisation? Mais on sait que ces gens-là vont en France, voilà. Et de la même manière, pour la diaspora congolaise est énorme. Si on doit compter, par exemple, un budget de ne fût-ce que 400 € pour un voyage, c'est très possible, très probable de pouvoir arriver à Kinshasa ou arriver à l'Est
et de pouvoir visiter un endroit, je ne sais plus combien j'ai payé pour aller à Virunga, mais de pouvoir avoir un budget pour aller à un endroit ou un autre. Donc, j'ai regardé les statistiques pour le Sénégal, par exemple. La plupart le touriste moyen sénégalais, le touriste moyen qui visite le Sénégal dépense environ 400 euros. Je pense que c'est tout à fait faisable pour une certaine partie de la population de pouvoir dépenser autant dans nos lieux à nous. Maintenant, le problème aussi qui se pose, c'est qu'il y a... En fait, c'est un extrême ou un autre. Je suis allée à Mwanda, il n'y avait pas un endroit moyen. C'était soit on dort la nuit à $10 dans un endroit à $10, soit on dort à un endroit à $250 la nuit. Donc, voilà, à vous de savoir si votre priorité, c'est de pouvoir amener votre famille ou, je ne sais pas, quelqu'un pour un endroit où je sais que je peux payer $10. Il ne faut pas se dire, ah, mais l'hôtel, elle coûte 250, on ne peut pas y aller. Il y a d'autres alternatives aussi. C'est ça. Et donc là, est-ce qu'on parle de manque d'attractivité de nos sites touristiques ou du manque de volonté de nos concitoyens? Les deux. Je pense que les citoyens ont... En fait, je pense qu'au Congo, on a intégré cette idée que ça vaut pas le détour. Je pense, ayant moi-même vécu à Kinshasa, c'était pas tout le monde qui avait cette culture-là de pouvoir aller à Maluku et tout ça, loin de la ville, le week-end. Maintenant, ça se démocratise et ça se développe beaucoup plus. La même chose peut se passer aussi avec d'autres endroits. Mais il y a aussi un aspect culturel dans le sens où j'ai l'impression que les gens sont attachés à leur province, mais les gens voyagent dans leur province s'il y a un mariage, s'il y a un deuil, s'il y a je sais pas, un truc ou un autre, mais tu ne verras jamais quelqu'un qui vient de Kisangani, qui habite à Kinshasa, dire que moi je vais au Kasaï demain parce que j'ai entendu qu'il y a un site touristique incroyable. Ça, non. D'accord. Mais surtout, alors, avec la propagation des images de guerre et d'insécurité dans les provinces intérieures de la République, euh, quel rôle est-ce qu'on peut jouer, nous, les Congolais et les Congolais de diaspora, pour changer justement cette image négative associée au Congo? Je sais que vous le faites avec Congo Positif. Comment est-ce que vous le faites? Bon, il y a les réseaux sociaux, mais est-ce que ça touche autant de monde? Moi, je pense que ça touche autant de monde. Je pense que le bouche à oreille, c'est un outil qui a toujours marché depuis le début des temps. Je pense que si le plus de gens vont dans des endroits comme Goma ou Bukavu ou Kisangani et reviennent en disant aux autres que c'est safe, que c'est bien, pas pour dire qu'il n'y a pas de choses qui arrivent, mais en tout cas que l'expérience que vous avez vécue est bien, ça peut marcher. J'ai fait une vidéo de Quilou qui a eu à peu près 85 000 vues. Je pense que c'est des choses comme ça qui peuvent aider aussi. Et puis, c'est surtout aussi parfois s'informer soi-même, en fait. S'informer soi-même, comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre pays et tout ça. Et je pense qu'au fur et à mesure où on apprend, où on comprend la situation, le plus on arrive à... Parce que je pense qu'il y a une grande zone d'ombre parce que les gens font des amalgames directement. Je suis partie à Bukavu et à Goma avec quelqu'un qui est congolais quinois, qui n'avait jamais été à l'Est. On arrive à l'Est, on part visiter Panzi et la personne nous dit que c'est fou qu'elle pensait tomber sur des viols et sur des crimes et sur des je ne sais pas quoi. Et je me dis, c'est même pas un souci de l'extérieur, c'est nous-mêmes, comme nous voyons notre pays. L'Est a tellement été associé à la guerre que finalement, les gens même de Kinshasa, c'est comme deux pays séparés. Et donc finalement, ils y vont et ils se rendent compte qu'en fait, c'est normal. Les gens vivent, les gens achètent leur pain, les gens, voilà, et on peut aller visiter. Et si les sites touristiques, si vous vous renseignez, les sites touristiques disent à ce moment ici, c'est pas safe, mais c'est pas safe. Mais c'est pas qu'il faut faire une généralisation que c'est tout le temps pas safe. Il y a aussi un marché qui existe. Il faut quand même dire que la distance Kinshasa-Goma, c'est quand même Paris-Berlin. Donc, c'est vraiment de l'autre côté. Donc, on peut penser que c'est à l'autre côté du pays. C'est vraiment loin. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de Mwanda aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller. Parce que, comme j'ai dit, le trajet Belgique-Kinshasa, c'est le même prix que Belgique-Goma. Oui, c'est ça. Monsieur Moussa Mbagani, un mot peut-être sur le même sujet. Est-ce que vous pensez que ça manque d'attractivité de nos sites touristiques ou un manque de volonté de nos citoyens? Et puis, qu'en est-il, vous savez, de la propagation des images des guerres et d'insécurité?
Oui, merci pour la question. Je sursautais parce que ce sont des très bonnes questions en fait. En rapport avec la première question, parlant du pouvoir d'achat de la population et pourquoi on ne dépense pas, nous sommes basés à Goma. On a commencé à Goma, même si on a une idée globale, Congo et puis Afrique. Et quelque chose qu'il faut qu'on connaisse d'abord, qu'on soit un peu diligent dessus, c'est l'idée de donner des informations qui sont correctes. Et on voit ça, nous, à Africa, on voit ça à chaque fois qu'on a des touristes qui viennent ou bien qui nous contactent et posent des questions. Alors, je veux faire le volcan, je veux faire les gorilles des montagnes, ou bien je veux faire un tour du Congo. Il y a un de nos clients qui a fait 9 jours d'expédition au Congo. La plupart des informations que ces personnes ont, ce sont des informations qui datent de 20 ans ou 25 ans. Et je crois qu'on a une responsabilité partagée, secteur public, secteur privé, de donner des informations qui sont un peu plus adaptées au contexte actuel. Je ne pointe pas le doigt à une personne ou une autre, mais il y a une statistique que j'ai lue il y a quelques jours. On dit que 48 femmes sont violées chaque heure au Congo. Ça fait une femme chaque 1 minute et quelques secondes. Je ne dis pas que le nombre ou les chiffres sont pas corrects, mais si on ne met pas ça dans le contexte, imagine, je suis américain et tu me dis que 48 femmes sont violées chaque heure. Ça veut dire que je serais violé à l'aéroport, tu vois. Alors, le premier point que je dois souligner, c'est qu'on a une responsabilité collective en tant que Congolais, secteur privé, secteur public, de donner des informations qui sont correctes. C'est d'abord, on doit savoir ce qui se passe. Et deux, et c'est ce qu'on fait du côté d'EcoAfrica, essayer d'être intentionnel et faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, pas seulement en termes d'atrocité, mais en termes de potentiel économique. On travaille avec certaines, par exemple, sites touristiques, entre guillemets, petits sites à Goma et autour de Goma, pour voir combien une personne de Goma dépense par week-end. Si la personne vient avec ses enfants et sa famille le week-end, quel est le prix, la dépense par week-end? Ou bien on parle aux gens, on fait des surveys pour demander aux gens c'est quoi le plus grand problème à Goma? Qu'est-ce que Goma n'offre pas? Combien serais-tu en mesure de payer si on te disait qu'il y a du kayaking à 5 minutes? Ou si on te disait qu'il y a je ne sais pas, boat cruise sur le lac Kivu, tu vois. Et l'une de nos réalisations en faisant quelques recherches, c'est que en moyenne, Goma a une classe moyenne de 100 000 personnes. Goma a plus de 1 million d'habitants. Goma a une classe moyenne de 100 000 personnes. Et on a fait des surveys dans beaucoup de restaurants et des sites, entre guillemets, touristiques à Goma. Et en moyenne, par week-end, une personne de la classe moyenne de Goma dépense entre 10 et 20 dollars. Et d'autres vont même jusqu'à aller dans des pays limitrophes, comme le Burundi pour les gens qui sont au sud Kivu et le Rwanda et l'Ouganda pour les personnes au nord Kivu. Et ils dépensent, moi-même je le faisais quand j'étais à Goma en grandissant, on pouvait dépenser facilement 40 dollars, 50 dollars par week-end à Gisenyi, juste de l'autre côté de Goma. Alors, mon problème n'est pas vraiment au niveau de la volonté de la population congolaise. On a le pouvoir d'achat, on peut payer l'argent pour accéder à des sites touristiques. Mais il nous revient, nous, opérateurs touristiques et même le secteur public, de bien présenter tout ce que le Congo a à offrir d'une manière compétitive pour que les personnes soient invitées à y participer. Ça, c'est un. Et on y travaille. Je crois qu'il y a certains aspects de ça que je vais présenter quand vous allez me le permettre. Un aspect en rapport avec
un rapport avec la question de, de, euh, de sécurité maintenant Oui, oui. à l'Est et pourquoi. En fait, comment. D'abord, je crois, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit déjà, que la diaspora a une responsabilité de bien promouvoir notre pays, pas mentir, mais la promouvoir pour ce qu'elle représente. Mais un aspect très important, et je reviens au point initial que j'ai relevé, c'est l'aspect de la mentalité aussi, de dire aux gens, en fait, toute l'histoire de pourquoi, qu'est-ce qui se passe au pays et où est-ce que ça se passe et comment, en fait, qu'est-ce que ça représente de travail, de travail, non, de voyager au pays pour un Américain, pour un Congolais et tout. Moi, quand j'ai fait le Nyiragongo en janvier cette année, j'y suis allé avec 6 Américains, avec un Russe et je crois avec il y avait 2 Ukrainiens, tu vois. Et quand on dit ça à l'un de nos clients, ou quand j'ai dit ça, même aux Congolais qui vivent à la diaspora, qui n'ont jamais eu la chance d'aller au Congo, ça change beaucoup de leur perspective. Ils disent, mais il y a des Américains qui vont là-bas avec tout ce qui s'est dit, parce que je crois que la perception que l'on donne quand on présente 90% de négativité sur le Congo et 10% de positivité sur le Congo, elle reste dans la tête des gens et elle crée cette idée biaisée de ce que le Congo représente. Donc moi, je suis là pour essayer de nous pousser au fait et nous encourager à essayer de penser à une représentation un peu bien balancée du Congo et de ce qu'on a à offrir. Et il y a des opportunités, bien sûr, et on va continuer à nous battre dans cet angle-là. Tu vois, Jenny a parlé de Congo is bleeding et tout ça. On a l'opportunité de pousser les gouvernements, de pousser la communauté internationale pour nous aider à avoir une paix durable à l'Est. Mais on a aussi l'opportunité tous les pays, les États-Unis, on a de problèmes ici. On a des problèmes presque partout au monde, mais la première idée qu'on a en tête quand on parle des États-Unis, on ne parle pas de « oh, tu es noir et on va te tuer », même si c'est vrai, tu vois, mais il y a beaucoup de noirs qui viennent toujours aux États-Unis malgré tout ça. Donc, on peut, en fait, l'idée générale que je veux, dont je vais parler, c'est qu'on peut vivre avec nos problèmes et on peut y travailler en même temps qu'on est en train de promouvoir le positif que le pays représente. Tout petit commentaire sur l'idée de Okapi et Bonobo, parce que vous avez posé la question un peu avant. Volonté politique, je suis vraiment d'accord, mais j'aimerais aussi, tellement qu'on a un groupe qui nous écoute, j'aimerais voir l'activisme qu'on a dans l'aspect civique, en fait, quand on demande pas de 3e mandat, respectant la Constitution et tout. J'aimerais qu'on applique ça aussi dans beaucoup d'autres domaines économiques et touristiques. Ça, c'est un appel que j'ai fait pour le secteur privé et la population congolaise, parce que mon équipe de Coafrica a voyagé au nord-est du Congo, dans la réserve de l'Okapi en décembre 2019. Et on y arrive, on a cherché des okapis, on n'en a pas trouvé. Et la raison principale pour laquelle on n'a pas trouvé d'okapis, dans la réserve d'okapi, ça s'appelle réserve d'okapi, c'est qu'il y a eu les rebelles là d'ADF qui sont venus et ils ont tué pratiquement tous les okapis qui étaient en vue pour eux, avec l'idée selon laquelle si on a des okapis, c'est une motivation pour le gouvernement et pour la communauté internationale de vouloir venir et protéger la région ou la sous-région. Un peu comme le Virunga a fait avec les montagnes, les gorilles de montagne, tu vois. Oui.
le Virunga a essayé de mettre un peu de spotlight sur le gorille de montagne et soudain, il y a maintenant un peu de protection autour de cette espèce endémique. Alors, on a parlé avec les autorités sur place et ils disent qu'ils sont en processus de vouloir ramener certains okapis d'ailleurs qui ont été exportés et tout ça pour raviver cette attraction touristique, mais c'est minable, c'est vraiment déplorable. On était là parce qu'on voulait créer des moyens ou des moyens pour nos locaux et nos internationaux de voyager et aller voir des okapis, mais on n'en avait pas. Il n'y a pas moyen de lister les okapis sur notre site web pour ça. Alors, moi, c'est un appel vraiment que je fais, parce que c'était frustrant de réaliser une telle chose. On doit être informé d'abord de ce qui se passe. Cette information, je ne la connaissais pas. Il fallait qu'on soit là physiquement pour savoir qu'il n'y avait pas d'okapi dans la réserve d'okapi. Et deux, quand on est informé, on doit maintenant stratégiser, avoir un plan pour pousser notre gouvernement, pour pousser la communauté internationale et demander à ce que ces patrimoines qu'on a, qui ont l'échelle, pas seulement nationale, internationale aussi, que ça soit préservé. Le Virunga, malheureusement, ça a demandé une personne venant de l'extérieur du pays pour qu'on ait le parc national de Virunga reconnu et protégé. Et la totalité n'est même pas protégée. Il y a des parties du parc national de Virunga qui sont encore sous conflit avec les park rangers qui sont tués presque chaque 3 ou 4 mois. Alors, vraiment, on a une responsabilité. Je sais que dans beaucoup d'autres pays, cette responsabilité-là est à 100% à peu près entre les mains du gouvernement, mais la réalité au Congo, c'est que si les gouvernements ne font que 40% ou moins, on ne va pas attendre qu'on ait un gouvernement dynamique dans les 100 ans pour évoluer. Donc, voilà, je suis d'accord, volonté politique, la volonté politique manque en tout cas, mais j'ai fait un appel pour nous tous, et ça commence avec, d'abord réaliser que nous avons quelque chose à préserver. Et c'est pourquoi la page de Madame Mwongo, Congo Positif et tout ce qu'elle fait, c'est très important. Parce qu'on voit combien c'est attrayant, c'est beau et tout, on sera appelé à se dire non, on doit protéger parce que c'est bon. Mais quand on n'a même pas l'idée de quoi on a, l'inventaire de tout ce que le Congo regorge, c'est un problème. Alors, il y a des choses qu'on fait à notre niveau Aquafrica pour essayer d'aller un peu même en dessous, un peu en bas, à un niveau plus bas que les adultes, en essayant d'avoir des partenariats dans le domaine de l'éducation. Comment incorporer ces leçons de patriotisme et de vouloir protéger l'environnement et les pays dès l'école primaire, dès l'école maternelle, que l'enfant partout, à Kinshasa, à Goma, à Lubumbashi et tout, quand l'enfant apprend c'est quoi le parc, c'est quoi le lac, c'est quoi le volcan, c'est quoi même la ville, tu vois, protéger la ville et tout ça, contre l'insalubrité et tout ça, que l'enfant comprenne, en fait, l'impact de ces choses-là, de ces attractions-là, sur l'économie, le social et le développement du pays, d'eux-mêmes et du monde. Donc, je vais en parler un peu plus pendant ma présentation, mais j'aimerais bien souligner ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup. Ben, ça nous fait un très bon pont, justement, puisqu'on allait parler de l'attraction congolaise et les visites guidées du Congo. Monsieur Moussambangani, notre capitale a longtemps été connue sous le nom de Kin-Label. Apprécié de tous, Kinshasa a attiré toute l'Afrique, et en particulier le monde entier en général. On se rappelle du Rumble in the Jungle en 1974, Ali face à Foreman. Kinshasa s'est affirmé comme le carrefour de toutes les cultures du Congo. Et d'ailleurs, à la suite du mouvement des populations à travers le temps, elle a réussi à créer et à développer sa propre culture, basée notamment sur le sens de l'ambiance. Ma question, c'est déjà de savoir, sans avoir le statut de capitale, comment est-ce que les autres villes de la RDC peuvent espérer avoir
ce statut emblématique que Kinshasa avait à l'époque? Oui, ça c'est une très bonne question. Je crois, à mon avis, certaines des villes qui viennent en tête d'abord, qui ont cette tendance-là derrière Kinshasa, je dirais Goma, sans être biaisé, étant né à Goma. Je vois Madame Mongo qui sourit. Voilà. Voilà. Goma fait bonne route dans ce sens. Il y a Lubumbashi, j'ai visité Lubumbashi en décembre. Lubumbashi, c'est une ancienne ville, donc mais il y a quand même des tendances à vouloir à se réinventer comme cette ville qui veut avoir sa propre identité aussi. Et alors, pour répondre à la question, comment d'autres villes peuvent essayer de créer ou suivre les pas de ce que Kinshasa a fait. Moi, je dirais, c'est de se focaliser sur ce qui rend ces villes uniques. Moi, je crois que quelque chose de très attrayant sur Kinshasa, c'est son capital humain. Et je dois souligner que rien de tout ce qu'on discute n'est valable ou très capital que si on ignore en fait les capitales humains, surtout quand on parle du tourisme domestique. Parce qu'une statistique très importante, c'est que l'un des pays les plus visités au monde, si pas le plus visité au monde par les internationaux, c'est la France avec, je crois, 200 millions de visiteurs l'année. Mais en Chine, seulement en Chine, il y a les tourismes internes, les déplacements internes pour le tourisme s'élèvent à 500 millions de visiteurs entre la Chine. Alors, ça, c'est une parenthèse pour dire que le potentiel humain, quand on parle du contexte d'un tourisme local ou domestique, est vraiment, vraiment important. Oui. Et alors, je reviens à Kinshasa et d'autres villes du Congo. Kinshasa a un capital humain considérable. Kinshasa, c'est la capitale de la RDC. Donc, tout le monde va par Kinshasa du point de vue politique. Et donc, il y a déjà ça. C'est élevé par son statut de capitale. Et il y a maintenant la culture, comme tu as très bien dit, la musique et tout. Mais Goma, par exemple, sa proximité avec d'autres pays de l'Est, par exemple, 2h30, 3h de Kigali, 5h de Kampala en voiture. Il y a moins d'heures à Dubaï, je crois. Si tu vas par Kigali et Dubaï, c'est pratiquement le même coût qu'aller à Kinshasa en avion. Donc, le positionnement de Goma est aussi important dans son développement récent en termes de tourisme. Et je vais maintenant pivoter, par exemple, et donner l'exemple de Kisangani. Kisangani a un très grand potentiel d'exploiter le fleuve Congo et tout ce que ça représente dans un aspect touristique. Il y a les parcs nationaux, Garamba, il y a Kaouzi-Biega pour le Sud Kivu. Et le Sud Kivu, moi, en fait, si je dois mettre une ville après, en fait, à l'est de la RDC, après Kinshasa, en termes de potentiel humain et d'une culture un peu vibrante, je mettrais Bukavu après Kinshasa. Donc, il y a une opportunité d'exploiter ces potentiels-là et dire, mais on a, grandissant, je suivais beaucoup de comédiens de Bukavu, Roi Djaja et tout ça, mais comment on peut prendre tous ces en fait, c'est potentiel culturel qu'on a, ce n'est même pas un potentiel, c'est déjà là, et présenter ça d'une manière attrayante pour tous les autres. Il y a des villes aux États-Unis, comme en Nouvelle-Orléans, qui sont basées seulement sur des festivals. En février, mars et tout ça. Donc, les gens viennent seulement pour passer des temps en marchant dans deux rues. Il y a Hollywood. L'anecdote que je vais donner ici, c'est que mes parents sont venus visiter il y a 2 ans et je suis allé avec eux à Hollywood. Et il y avait le Walk Hall of Fame avec des étoiles et tout. Et ils étaient perplexés, mais ma mère se tourne vers moi et me dit, alors, on voit quoi?
Et je me suis dit, maman, tu vois, il y a l'étoile là-bas, c'est l'Indienne, tu vois. Mais elle se dit, alors, mais il y a des étoiles à Goma. Non, il y a des pavements à Goma. Et c'est quoi le problème? Et je crois que cela souligne la plus grande différence entre nos villes et les villes américaines et d'autres villes au monde. Donc, ces villes, Los Angeles a su prendre le peu qu'ils ont et leur industrie de Hollywood, de films, pour maximiser au fait le marketing et tout autour de ça. Au point que même s'il n'y a rien, moi je vois quelque chose. Parce qu'il y a des films, il y a tout ça qui est associé à cette place-là. Et alors, c'est à nous de penser, c'est quoi l'équivalent de Hollywood à Bukavu? C'est quoi l'équivalent de ce Hall of Fame, ou Walk of Fame à Goma, à Maniema, au Maniema, à Kindu, à Butembo, Beni, à Lubumbashi, Kasai, partout, tu vois? Et ce qui est choquant, par exemple, c'est qu'on y est presque. Il y a nos acteurs privés ont su avoir quelques attractions. On en a des comédiens, en fait, en parlant du potentiel humain. On a des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire, mais ce qui manque, en fait, c'est ce lien-là. Comment est-ce qu'il y a un gouvernement et un secteur privé, une coalition des acteurs touristiques qui peuvent venir ensemble pour créer cette plateforme-là qui maximise la visibilité de tout ce que ces pays et ces villes représentent. Voilà donc un peu en bref, mais il faut vraiment penser dans cet angle-là. Et chez nous, à Aquafrica, on essaie de penser dans cet angle. Comment créer des attractions touristiques, comment créer de moyens qui, non seulement, on ne réinvente pas la roue, mais on essaie de maximiser ce qui existe déjà. C'est ça. On a un artiste à Goma qui est très bon dessinateur, et lui, c'est une attraction touristique pour nous à Goma. Quand on a des touristes à Goma, on dit non, viens voir cet artiste, il sait dessiner. Et ces touristes payent de l'argent et cet artiste a de l'argent aussi. Et c'est bon pour Goma parce que ces touristes vont en parler partout où ils vont aller au monde. Voilà. Justement, ça nous permet de faire un segment sur votre présentation alors. D'accord. Oui. Je suis en train de répéter et parler de beaucoup de ce que j'ai mis dans ma présentation. Donc, ça sera bon de juste présenter directement. Oui, pendant que vous cherchez, vous avez parlé de promouvoir donc, nos villes, nos provinces. Et je sais, par exemple, qu'aux États-Unis, le marketing des États se fait aussi sur les plaques d'immatriculation des voitures. Donc, on lit quelque chose de spécial par rapport à cet État. Et ça peut être intéressant. Par exemple, pour Mongo, on peut dire la ville de Papa Bonheur. N'est-ce pas, Madame Mongo? Oui, c'est ça. On peut mettre un hippopotame à côté du numéro, etc. C'est ça, voilà. Ça pourrait marcher. C'est une chose que peut-être vous pouvez proposer au ministre, Ou bien comment? Ministre du... Non, c'est le ministre du Tourisme. Le ministre du Tourisme. C'est une chose. Ouais. Vous savez, il est jeune et il a fait une allocution qui est assez prometteur. Donc, je pense que si on est d'accord, on peut toujours lui envoyer une copie de notre webinaire d'aujourd'hui pour qu'il puisse s'en inspirer. Tout à fait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Nous voyons votre écran, oui. Vous voyez Aquafrica Travel, quelque chose? C'est ça. Voilà, merci. D'accord. Parlant du ministre, il y a un aspect de lui et de ses plans que je veux discuter aussi pendant ma présentation. Mais un peu plus rapidement, parce qu'il y a certaines informations que j'ai partagées déjà, je vais parcourir la présentation rapidement. Alors, nous sommes Aquafrica Travel, comme j'ai déjà discuté pendant les webinaires. Et notre objectif principal, c'est de réinventer le tourisme en Afrique et avec l'idée, comme Madame Mongo l'a dit, sur la durabilité, pas seulement le tourisme international aussi, mais on est vraiment attelé à penser à en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un tourisme local et qui impacte les locaux au Congo. Alors, un peu sur ce que je vais discuter, en fait, la vision, nos services, je vais parler un peu de la RDC, partager quelques nombres et des divers.
et ça seulement, c'est pour essayer de nous de créer un peu de questions, je crois, pour nos auditeurs, spectateurs d'aujourd'hui. Alors, Quafrica, un peu sur les origines, on a lancé, au fait, en 2019, au début 2019, officiellement. Et Quafrica, ça vient c'est une combinaison, un jeu de mots entre quoi et Africa. Quoi, ça veut dire peuple, et en fait, c'est un groupe, un regroupement de langues nigéro-congolaises, et ce qui regorge autour de 45 ethnies ou tribus, en fait, langues. Et alors, Africa, c'est Afrique. Donc, Quafrica, peuple d'Afrique. Alors, nous avons commencé en 2019, début 2019, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, et je vais seulement donner un peu l'idée sur nos chiffres. En moyenne, par voyage, nous affectons en fait 10 emplois à Goma, et ça, c'est spécifique à un voyage international. Madame Mongo en a parlé un peu pendant sa présentation. Quand quelqu'un arrive, je donne un exemple de l'un de nos clients les plus récents. Il est venu de LA pour Goma, et il a fait l'expédition de 9 jours en RDC. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec l'accueil de cette personne-là. D'abord, chez Quafrica, on a cette idée-là de faire de Quafrica ce guichet unique pour les aventures touristiques que vous voulez avoir au Congo et ailleurs, dans la sous-région, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud aussi. Et par guichet unique, je veux dire, vous payez seulement une fois et vous nous dites d'où on vous récupère et où on va vous déposer pour quitter le Congo ou la ville ou n'importe où visiter. Alors, pour notre visiteur qui est venu de LA, par exemple, il a demandé à ce qu'on puisse les récupérer à Kigali. Et c'est tout ce qu'il a eu à faire. Il nous a dit, non, j'arrive, je veux que vous puissiez me récupérer à Kigali et je veux quitter après 9 jours. Et on travaille avec la personne pour avoir les détails de tout ce qu'elle serait intéressée à voir et à faire pendant le séjour au Congo. Et bien sûr, c'est flexible parce que c'est taillé sur mesure, parce que la personne peut nous dire non, j'aimerais faire le kayaking au lieu de faire la pêche, par exemple. Alors, en parlant de 10 emplois, pour revenir au sujet, il y a un chauffeur qu'on doit engager pour aller le récupérer de l'aéroport à Kigali et le reconduire vers Goma. Et on prend en considération aussi toutes les étapes au fait, immigratoires pour nos clients aussi. Donc, il y a une personne qui a travaillé avec la personne tout au long de son voyage pour servir de l'interface au fait, entre lui et l'immigration congolaise. Donc, Visa et tous nos clients n'ont pas à se soucier de ça. On a une personne qui assiste tout au long du processus. Et il y a maintenant nos tour opérateurs qui sont chargés d'aider notre client, et, par exemple, à aller à travers Goma, visiter la ville de Goma, voir le volcan, aller voir le Bonobo à Kinshasa, et ainsi de suite. Donc, en bref, 10 emplois sont créés en moyenne par chaque voyage international qu'on a en RDC. Jusque-là, on a pu investir $20 000 dans l'économie locale. Et parlant de l'économie durable, on veut être sûr que le gagnant n'est pas cette personne-là qui va rentrer, je ne sais pas, en France, en fait, gagnant-gagnant, mais on veut que la communauté locale et que le Congo puisse gagner à l'issue, au fait, de toute cette expédition-là, et surtout la population locale. Et un autre aspect important à souligner, c'est que depuis le début 2019 jusque-là, on a maintenant de visiteurs qui sont venus de 6 pays différents. Le Kenya, le Nigeria, l'Australie, les États-Unis, l'Indonésie et la Suède. Et l'un des aspects importants qui nous a aidés même à avoir ces visiteurs, c'était le fait que
ils n'avaient pas à se soucier des tracasseries et de dire non, je vais chercher les visas et tout ça, on prenait soin de tout ça pour ces personnes-là. Et deux, c'était une communication effective pour être sûr que la personne, elle connaît en fait toutes les étapes de son voyage du début à la fin. C'est qui, malheureusement, on l'a appris quand on commençait, beaucoup d'opérateurs au Congo ne font pas d'une manière dynamique et ça décourage beaucoup de visiteurs. Alors, quand ils nous contactent, ils posent beaucoup de questions autour de « Oh, est-ce que are you reliable? Okay. Est-ce que je peux compter sur vous vraiment? » Et alors, un peu sur ce qu'on fait maintenant, les 150 000 $, c'est un investissement qu'on fait autour de Goma. On est en train de développer un site local et ça, c'est vraiment axé sur les locaux, les Congolais et les personnes de Goma. Et l'idée, c'est d'essayer de donner aux Gomatraciens et aux gens qui viennent visiter Goma une alternative à Gisenyi ou d'autres places où elles vont en dehors du pays pour chercher à se détendre pendant le week-end. Et en parlant d'attraction, notre idée, ce n'est pas nécessairement de construire ces attractions. On a fait cette attraction parce qu'il y avait vraiment un grand vide, un manque autour de Goma. Mais notre idée, c'est d'essayer d'être des acteurs qui influencent d'autres personnes aussi. Influencer les gouvernements, influencer les secteurs privés. Il y a beaucoup de gens qui ont des sites autour de Goma, autour de la RDC, qui seraient des sites touristiques si ces personnes-là acceptaient de les transformer et de les présenter de cette manière-là. Donc, on travaille avec beaucoup de gens pour essayer de nous aider à faire cela. Alors, next slide. J'ai parlé déjà de quelques services. Et il y a des photos que j'inclus partout dans les slides pour commenter un tout petit peu. Ça, c'est une photo de l'hôtel Caribou à Goma pour des gens qui ont fait Goma déjà. Et c'est un hôtel, mais c'est vraiment un jardin botanique, à mon avis. Il est large, il y a des fleurs et c'est bon. J'ai grandi peut-être à 5 minutes d'ici, donc c'est une place qui a une place spéciale, dans mon cœur, en fait. Et la photo que vous voyez ici dans le background, c'est quand j'ai fait les volcans en Nyiragongo en janvier. Et ça, c'est certaines de ces personnes-là avec lesquelles j'ai fait la montée. Et la photo, je n'ai rien changé sur la photo, elle est originale. Et voilà. Nos services pour rentrer sur la présentation. Je l'ai dit, on taille nos services sur mesure et on se focalise sur les clients locaux et les clients internationaux. Certaines des choses qu'on fait et on compte faire, on assiste nos clients pour de vols, des croisières, pêche, circuits privés, publics. Il y a les safaris qui est un peu typique quand les gens parlent de tour opérateurs. Mais j'aimerais surligner le fait que ce n'est pas notre aspect principal et surtout tenant compte de notre stratégie aussi. On a aussi des logements et l'idée de logement, en parlant de l'idée de logement, Mme Mwongo a parlé de ces deux extrêmes-là. Quand on a une place pour $10 et une place de $150. Ça, c'était exactement la raison pour laquelle on a voulu s'investir dans l'aspect logement parce que c'était un grand problème. Et l'un des aspects qu'on a su adopter, du moins au niveau de Goma, c'est d'essayer d'utiliser un système comme Airbnb pour les gens qui savent Airbnb, mais adapté au contexte local. Donc, on donne à nos clients l'option de dire si tu veux vivre dans une maison normale, comme une maison d'une famille de Goma régulière, on peut te l'offrir. Et on travaille avec des familles qui ont peut-être des maisons vides ou ils ont des chambres si une personne veut vivre avec une famille. Et on donne des prix un peu abordables dans ce sens-là. Et certaines de ces maisons-là ont de bons standards. Ça serait équivalent à des hôtels 2 ou 3 stars ou 4 étoiles. Voilà donc certains des services qu'on offre.
Un aperçu sur la RDC, au fait, encore une photo du volcan Nyiragongo. Je l'ai prise au matin parce que quand on visite le volcan, on passe la nuit au-dessus. C'est une expérience vraiment que je recommande. Alors, un aperçu sur le tourisme en RDC. Je vais rentrer sur le nombre. Comme je l'ai dit avant, on a 84 millions de personnes au Congo environ, plus peut-être. Et ça date de 2018. Et un autre aspect important, c'est qu'on a autour de 10 millions de personnes en termes de la classe moyenne. Donc, comme on l'a déjà dit, on en a discuté tout au long de l'appel ici, le potentiel est vraiment là. Si vous faites 10 fois 100 millions, la classe moyenne consommerait fois 10 millions, ça sera 100 millions par week-end pour une classe moyenne de la République démocratique du Congo. Mais je n'ai pas de nombre exact, je ne sais pas combien on dépense actuellement sur des activités qui peuvent être catégorisées comme des activités touristiques. Donc, le potentiel est là. On doit vraiment nous investir davantage pour exploiter ces potentiels-là. Alors, sur notre radar, pour essayer de booster un peu ou maximiser ces potentiels, c'est qu'on veut essayer de maximiser le potentiel touristique de certaines villes qui sont déjà sur la volée touristique. Et on va, en fait, on va continuer avec le temps pour essayer de gagner tout le Congo en général. Et en parlant de ces villes-là, il y a déjà Goma, Bukavu qu'on fait quand nous avons des clients qui viennent voir le parc national de Virunga et Kahuzi-Biega. Bon, on a la présence Goma, Bukavu, mais on veut maintenant nous investir sur le tourisme domestique pour ces deux villes-là. Et surtout, Goma et Bukavu, c'est séparé par le lac Kivu. Le lac Kivu est vraiment sous-exploité. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent se faire sur le lac Kivu pour donner des options aux locaux de savourer au fait tout ce que le lac Kivu a à offrir. Maintenant, on fait le kayaking sur le lac Kivu, mais il y a des opportunités pour le jet ski, de cruising, ainsi de suite. Un deuxième aspect important à l'est, et pareil, je parle du nord-est aussi, c'est la montagne Rwenzori. On est vraiment engagé à vouloir exploiter aussi la montagne Rwenzori, qui a le potentiel d'avoir la même visibilité que le volcan Nyiragongo aussi au futur. Donc, quand on a fait le voyage pour visiter la réserve d'Okapi, il y a une année à peu près, on a aussi fait la visite du Rwenzori. Et le plus grand problème là, c'est un problème logistique, bien sûr. Et on doit travailler avec les secteurs publics pour essayer de maximiser ce que ça représente, ce que Rwenzori peut représenter pour nos visiteurs internationaux et locaux. À l'ouest, on a déjà commencé, on a lancé notre présence à l'ouest début de cette année. On a eu des visiteurs qui ont fait la visite du parc de la vallée de l'Ansele. Il y a Mwanda, dans un Mongo, on a parlé. On veut investir à partir de 2021 sur cet axe-là, Kinshasa-Mwanda, et voir si on peut maximiser ou booster le tourisme dans ce sens-là. Et il y a l'île de Kintambo et monsieur Bora, vous avez dit vous êtes de Iji aussi. Il y a un grand potentiel dans ces secteurs-là, comment on peut maximiser le tourisme vers ces îles aussi. Et puis, il y a généralement les parcs nationaux comme Garamba, Kahuzi-Biega, il y a Salonga et tout. Et il y a aussi l'ancienne province du Katanga qui représente un très grand potentiel touristique aussi, surtout vu sa proximité avec des pays comme la Tanzanie et la Zambie. J'ai visité Kalemi quand j'étais à Goma, j'étais au Congo en janvier, et Kalemi m'a donné, il y a la photo qui a été partagée de Zanzibar
Kalemi m'a donné les mêmes idées, au fait, en termes, si je devais rêver, au fait. J'ai vu des plages à Kalemi et je me suis dit, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir les mêmes images que je vois de Zanzibar et d'autres belles villes pour Kalemi aussi. Donc, on essaie de voir qu'est-ce que ça représente pour nous, en fait, qu'est-ce qu'il nous faut pour essayer d'être un peu agressif dans la grande province du Katanga. Et en fait, l'idée générale, bien sûr, c'est de commencer au Congo pour nous répandre et aller ailleurs, mais la priorité, c'est le Congo. On doit d'abord maximiser la RDC, le potentiel touristique en RDC avant de brancher dans d'autres aspects. On espère qu'on peut aller un peu au centre aussi avec le temps, dans les Kasaï et vers l'Équateur aussi. Alors, je vais finir, je vais chuter très rapidement là-bas. Quelques considérations, c'est que, comme je l'ai répété encore et encore, le partenariat public-privé, c'est vraiment incontournable pour un tourisme domestique effectif. Et comme vous l'avez dit, M. Bora, le ministre Bonkouliv est dynamique jusque-là. Il est accessible en fait, de notre point de vue en termes quand on l'approche, on pose des questions autour de plans dans le domaine touristique. Mais bien sûr, on doit voir les résultats sur le terrain. Il y a de bonnes promesses qui sont là déjà en termes des avancées significatives qui doivent être faites dans le domaine de visas, octroyer des visas, par exemple, sur terrain pour certains pays ou bien tous les pays au monde. Il y a aussi un engagement du ministre. On l'a rencontré à Goma dans une réunion il y a, je crois, 10 jours. Et il y a un engagement du côté du ministère du Tourisme pour former les personnes des experts dans le domaine touristique. Il y a un engagement aussi pour financer des projets pour créer des attractions touristiques autour du Congo. On n'a pas les détails. On a eu l'annonce en live il y a 10 jours, mais je suis optimiste et j'attends en fait peut-être un document un peu plus élaboré de ce que tout ceci représente en termes de changements dans le domaine de policies. Quelles sont les règles qui sont en place qui peuvent être changées pour faciliter l'accès au Congo, en fait. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais il y a beaucoup de touristes qui pleurent même, et je n'exagère pas en disant pleurer, qui pleurent à la barrière entre Goma et le Rwanda parce que la RDC ne les a pas autorisés à rentrer dans le pays. Et tout ça parce que pour avoir les visas, ça prend 4 semaines parfois, et il faut payer, je ne sais pas, $400. Il y a beaucoup de tracasseries là-dessus. Et on a plus de 2 ou 3 cas où on avait des visiteurs qui voulaient venir, en fait, et voulaient nous engager et tout ça, mais la RDC n'a pas été un peu plus souple dans le processus. Et parfois ils refusent carrément les visas aux Américains et d'autres pays aussi avec l'idée de la réciprocité. Donc, il y a les mérites, en fait, dans l'argument en disant réciprocité. Les États-Unis ne donnent pas des visas à beaucoup de Congolais et tout, mais quand même, on doit être un peu plus pensif et dynamique dans cet aspect-là. Est-ce que la solution, c'est de bloquer tous les Américains de venir, ou la solution, c'est d'avoir une collaboration un peu plus diplomatique avec les États-Unis pour voir qu'est-ce que ça représente de laisser les Congolais et les Américains à faire des voyages entre les deux pays d'une manière un peu plus, avec moins de tracasseries, au fait. Voilà, donc les pays, les secteurs publics, pour finir, je crois, le secteur public est vraiment important, c'est la clé. Mais nous sommes déterminés, au fait, de notre point de vue. Si les secteurs publics ne s'engagent pas, on est déterminé à essayer de le pousser et de leur donner c'est ce qu'il faut, en fait, c'est forcer la main s'il le faut, pour permettre à ce que notre pays et le secteur touristique puissent
aller au fait dans les sens dans lesquels il doit aller à la langue. Voilà donc ce que j'ai eu à préparer. Merci beaucoup. Je vais aussi finir par juste quelques photos qu'on a prises de Nyiragongo. Il y a le lac Kivu et toutes ces photos, 90%, je les ai prises quand j'étais en train de visiter la RDC. Il y a le volcan encore Nyiragongo au matin, quand on se réveille. Et voilà, ça c'est, je crois, le point milieu. À gauche, c'est le point milieu quand vous montez le Nyiragongo. Ça, c'est le point milieu. Vous pouvez voir le sommet pour la première fois en montant. Il y a le parc de la vallée de Lancé, à Kinshasa, qui a aussi la statistique la plus importante ici, quand on parlait du potentiel touristique au Congo, c'est qu'il a eu 100 000 visiteurs dans une année, le parc de la vallée de Lancé. Et chaque visiteur dépense $40 par visite. Et ça, c'est un seul parc au Congo. Et voilà, donc, je crois que c'est un exemple un peu plus tangible de ce qu'on peut faire, en fait, de ce qu'on peut gagner si on allait un peu agressivement dans ce domaine de tourisme-là. Donc, à gauche et à droite, les deux photos, ce sont des photos prises au parc de la vallée de Lancé à Kinshasa. Vous avez parlé de bonobo. Ça, c'est l'un de nos clients qui visitait les bonobos à Kinshasa. Et je suis d'accord, les bonobos, ça doit être quelque chose qu'on élève à son rang, en fait, en termes du tourisme congolais. Il y a les gorilles de montagne aussi, à l'est. On en a parlé et je crois que c'est la fin. Je crois que j'avais d'autres photos, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Moussa Magani. C'était aussi une présentation très enrichissante, hein. J'ai beaucoup appris. On a eu beaucoup de chiffres, de statistiques. On a eu aussi beaucoup d'images. Ma première question, c'est de savoir quelle est la haute saison en RD Congo. Oui, en fait, la haute saison pour le tourisme international, c'est d'habitude l'été. Beaucoup d'Européens sont en l'air, je crois, 6 semaines de vacances pendant l'été, juin, juillet, août. Donc, on voit un peu plus de visiteurs à venir autour de ce moment-là. Mais notre idée, c'est et avec la pandémie, on a beaucoup appris. L'idée, c'est de nous focaliser sur le tourisme local. Et quand on parle du tourisme local, la haute saison, c'est n'importe quand, parce que les gens doivent avoir des week-ends et ils pensent pendant ces week-ends aussi. Donc, pour le tourisme international, l'Europe, d'habitude, juin, juillet, août. Les États-Unis, ça varie. Il y a des gens qui viennent en janvier, février, n'importe quand. Et alors, localement, tout le monde, n'importe quand. Dans l'année. Yeah. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez fait une présentation, vous avez parlé de voyages organisés par votre compagnie. Donc là, on a eu une vision de comment organiser son voyage avec une compagnie. Madame Mwongo, vous avez fait des voyages individuels. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes qui font des voyages entre amis individuels sans passer par une compagnie? Quels sont les conseils que vous pouvez apporter à ces personnes-là? J'ai un seul conseil, c'est le site de Congo Autrement. Ça m'a beaucoup aidé. congoautrement.cd ou .com. J'ai regardé toutes les infos sont là-bas répertoriées. C'est parfait comme site. C'est géré par des gens qui sont à Kinshasa, je pense. Congo Autrement. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre webinaire. Juste pour une petite anecdote, Monsieur Moussa Magani a parlé de l'hôtel Caribou et que ça avait une place spéciale dans son cœur. C'est ça? Ouais. Moi aussi. Alors, dites-vous qu'à l'âge de 5 ans, je me suis noyé dans cette piscine. Oh, wow. Donc, ça a aussi une place très, très importante dans mon cœur. Nous avons quelques questions. Alors, avant de terminer, bien sûr, hein, dans le live ici, Monsieur Eric Montbéré qui dit « On a suivi l'exposé et on vous en remercie.
Qui de la paix et du pouvoir d'achat de Congolais moyens? Quid de la paix, je ne saurais pas répondre, mais le pouvoir d'achat du Congolais moyen, je pense qu'on en a un peu parlé avec les statistiques qu'on a données par rapport à la classe moyenne, etc. Il y a une classe moyenne qui se développe, qui est assez conséquente. Quand on parle d'un pays qui est grand comme la RDC, on peut se dire que 10 millions sur 80 millions, c'est pas beaucoup, ou 100 000 sur 10 millions d'habitants à Goma. Un million. C'est pas beaucoup, mais après, si, en général, ça reste des chiffres énormes. Donc après, il y a quand même quelque chose qui peut se développer. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'aimerais rebondir sur un seul truc que M. Josuel a dit. C'est quand il disait qu'il y a des États en Amérique qui prennent juste une seule chose, un seul aspect et qui capitalisent énormément dessus pour pouvoir vendre leur pays. Et nous, en fait, j'ai l'impression avec la RDC, il y a des aspects, mais partout. Il y a des éléments partout qu'on peut utiliser. Moi, là, maintenant, pour l'instant, je suis en Belgique et il y avait, pour vous dire, le festival ou bien la semaine de la pomme, une certaine pomme. Donc, pour vous dire que quand on parle d'une région comme Goma qui a des petits pois, le bœuf de Goma qui devrait avoir le même rang que le bœuf péruvien ou je ne sais pas quoi, irlandais, on a des capitaines énormes, on a des patates douces, artichauts, tous les légumes du monde entier. Donc, en fait, on a la possibilité de faire ça, mais surtout, il y a la possibilité. Quand, par exemple, on regarde Kinshasa, vous avez parlé de capital humain, il y a le parc de la Baleine Sélé qui a fait 100 000 personnes en une année. Mais ce qui est sûr, c'est que même, par exemple, j'invente un parcours qui retrace la vie de Franco à Kinshasa, même ça a de la valeur touristique. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour Kinshasa, pour chaque région, il y a quelque chose. Il n'y a même pas quelque chose, il y a 100 000 choses à faire, personnellement. Oui. Merci beaucoup. Sur ce point-là, est-ce qu'on a des chiffres sur l'apport de la diaspora dans le budget du tourisme? Je vais prendre la question en fait. Je n'ai pas les chiffres personnellement, mais je sais au moins l'un des blocages qu'il y a quand on parle de la diaspora et l'apport du tourisme. Si on est de la diaspora et on n'a plus le passeport congolais, c'est un problème de voyager. Les mêmes problèmes que j'ai évoqués pour les Américains qui viennent et ils sont bloqués à des frontières autour du Congo. Ça s'applique pour même de Congolais aussi. Il y a le gouvernement qui a promis que non, si vous êtes d'origine congolaise, vous pouvez venir et vous pouvez avoir les visas sur place. Je ne sais pas comment, si c'est implémenté comment. Sur place. Oui, on peut avoir le visa sur place quand voilà. on est Congolais d'origine. Oui. D'accord, voilà. Donc ça c'est déjà une étape à encourager. Je crois qu'avec ça, maintenant, il y a lieu de commencer à mesurer. Parce que d'habitude, quand nous, on encourageait, surtout la diaspora à venir et tout, beaucoup de gens pointaient au blocage. Là. Non, je ne sais pas si ça prend beaucoup de choses à venir et tout. Mais voilà, donc il y a plus d'obstacles. Venons voir maintenant. Et comme je l'ai dit au début, soyons méticuleux sur mesurer ce qui se passe. C'est difficile de savoir si, et même encourager des jeunes entrepreneurs, par exemple, à s'investir dans le domaine du tourisme, si on ne leur donne pas des statistiques qui sont vraies et aussi qui sont faits par le Congolais. Je dois souligner ça aussi. Il y a beaucoup de ONG et tout ça qui viennent au Congo avec leur propre agenda. Et donc, ils vont prendre des statistiques qui, bien sûr, vont prioriser leur agenda. Donc, en tant que Congolais, quelles sont ces statistiques-là qui peuvent nous aider? Et c'est bon que vous avez posé la question autour de l'apport de la diaspora. Je n'ai pas la réponse, mais j'aimerais, avec les nouvelles, les nouvelles instaurations que le gouvernement a mises en place, je veux que qu'Africa va commencer déjà à prendre de nombre et avoir une idée de comment on peut booster l'apport de la diaspora. Merci beaucoup. Il y a encore une question ici de M. Kiatunga. Est-ce que vous travaillez déjà avec des morceaux de programmes scolaires? Et c'est concernant l'apprentissage du respect de la protection de la nature auprès des jeunes Congolais.
Il y a très bonne question. On va lancer très bientôt. On a des modules sur lesquels ils sont en review. Je parle franglais, je crois. Ils sont en train d'être édités maintenant, soumis à des experts et dans le domaine de l'éducation pour revoir. Mais le premier volet qu'on veut mettre à la disposition, on a présenté ça au ministre du Tourisme et on compte présenter ça au ministre de l'Éducation aussi quand on a la chance. Le volet qu'on veut impacter jusque-là, c'est le volet sur l'étude du milieu. Je ne sais pas si pour les gens qui ont étudié au Congo, ils se rappellent peut-être du titre du cours. Et c'est la classe qui parle de tout, en fait, tout ce qui nous entoure. Et d'habitude, moi, je crois quand j'étudiais l'étude du milieu, il y avait beaucoup de contenu qui n'était pas applicable à mon contexte. Quand on parle des gratte-ciel ou on parle de certaines montagnes qu'on ne trouve qu'en Europe et tout ça, nous, on veut maintenant adapter ça. Donc, comment on peut ramener tout ce que le Congo représente à la surface dans un cours comme l'étude du milieu. Ça, c'est un. Donc, on a un module sur l'étude du milieu qu'on va finir bientôt, quand on finit la revue et tout. Et puis, il y a le module sur l'histoire sur lequel on travaille aussi. Parce que l'histoire, c'est important. Vous avez parlé du lien entre la RDC et l'esclavage. On doit donner ça aux enfants. Bien sûr, beaucoup de ce qu'on apprend vient de la Belgique. Et vous savez, la Belgique n'a pas intérêt à présenter la Belgique d'une manière noire ou avec une page noire dans notre histoire de la RDC, mais la réalité, c'est qu'il y en a. Ou même les États-Unis. Si les États-Unis écrivaient quelque chose sur la RDC, ils vont essayer de faire quelque chose, de faire de sorte à ce qu'ils ne se culpabilisent pas. Alors, l'idée, c'est d'écrire notre propre histoire et de la donner à nos enfants pour créer cette idée d'appréciation de nos valeurs et de notre culture et de notre pays. Notre objectif, c'est on veut que ça puisse se traduire en quelque chose de plus tangible dans le futur, que ces enfants-là soient des entrepreneurs qui vont créer des sites touristiques, qui vont respecter nos sites touristiques et qui seront des ambassadeurs, en fait, de la RDC, de tout ce que la RDC représente au monde entier et entre le Congolais aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme je disais, nous arrivons à la fin de notre entretien aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Et est-ce que vous avez peut-être un dernier mot pour les jeunes au Congo et les jeunes de la diaspora? On peut commencer par Madame Mwango. Moi, j'ai beaucoup aimé le mot ambassadeur. Je pense que qu'on soit au Congo ou qu'on soit à l'extérieur, étant donné qu'on a souffert un peu d'une image un peu contestable, c'est bien pour nous de pouvoir toujours parler en bien, même s'il y a des choses mauvaises qui peuvent se passer. C'est toujours bien d'être une visibilité positive de notre pays, je pense. Donc, si chacun d'entre nous peut avoir à cœur le fait de s'informer sur la RDC et de pouvoir toujours présenter, j'espère, ne plus qu'une petite bonne image de la RDC, d'avoir toujours un bon mot, mais ça peut changer des choses dans les mentalités des gens, finalement. Et encore une fois, merci de m'avoir invité dans ce webinaire que j'ai trouvé très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Moussa Bangani. D'accord, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que Madame Mwango vient de dire. Je vais ajouter en disant ou réitérer ce que j'ai dit avant, que nous sommes la RDC. Donc, en tant que jeunes, approprions-nous le pays. Et bien sûr, quand s'approprier, ça prend en compte quand le pays va mal et quand le pays va très bien aussi. Donc, ne nous approprions pas la RDC que quand Fally a un très bon album qui vient, où il faut nous l'approprier dans tous les aspects. Et c'est encourageant de voir des mouvements comme le mouvement EndSARS et le mouvement Congo is Bleeding qui essaient de nous pousser dans la bonne direction. Mais élargissons ça dans beaucoup d'autres aspects. En s'appropriant la RDC, ça veut dire quand ton prochain ne peut pas trouver de quoi manger, il faut pousser
pousser les acteurs pour leur aider à dire non, mais pourquoi il n'a pas de quoi manger? Et quand les okapis et toutes nos attractions sont en danger, il faut aussi pousser les différents secteurs, les différents acteurs pour les forcer à agir. Donc, nous sommes les Congos. Les Congos n'est pas nécessairement cette place physique. C'est pourquoi même la diaspora a une place et un rôle très important à jouer, parce que partout où il y a un Congolais, moi, je suppose qu'il y a une partie du Congo qui marche, qui tourne et tout ça. Donc, ça va dans l'angle d'être ambassadeur pour la RDC. Donc, approprions-nous le Congo et non, moi, je suis sûr qu'on ne va que dans le sens positif d'ici. On ne va pas en arrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos invités, Madame Aurore Mwongo et Monsieur Joël Moussambagani, pour leur temps et surtout pour la richesse de leur intervention. Nous vous remercions vraiment. Nous avons appris beaucoup de choses et je me permets de parler au nom de nos spectateurs. Je pense que nous sommes encouragés à voir plus que notre région, plus que notre province même, quand il s'agit de visiter le Congo. Avant de nous quitter, je vous invite encore une fois à répondre à notre questionnaire qui sera publié dans le chat. Nous avons aussi partagé un lien pour vous guider afin de rejoindre Congo Excellence en tant que membre. Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux afin d'être au courant de nos prochaines activités. Merci beaucoup à Congo Excellence pour ce webinaire et tout particulièrement à Mademoiselle Jessica et Mademoiselle Patricia pour les travaux effectués pour nous offrir encore une fois un webinaire de qualité avec des intervenants de qualité. Visitez le Congo et ses sites touristiques, soyez ses ambassadeurs, sans oublier Papa Bonheur qui vous attend en Mwanda. Bonne soirée. Et nous allons donc partager, nous allons essayer plutôt de partager ce webinaire avec, et les présentations avec le ministère du Tourisme pour pouvoir les booster, à inclure cette voix des jeunes de la diaspora, cette voix que vous représentez, pour un tourisme durable et pour un tourisme qui bénéficie à tous les Congolais, au pays et dans cette diaspora. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. merci pour l'invitation. Au revoir.